Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est devant une ruine que je vous donne rendez-vous. Une ancienne cabane de vigneron. Ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été une ruine. C'est avec Alain Rive, on va dire, grand historien du pays de Vierzon. Grand historien, on va dire historien du pays de Vierzon, on est pas si nombreux. Quoi. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant et finalement assez méconnu, l'histoire du vin de Vierzon. Vierzon a une histoire. Comme toutes les villes de France, on avait autrefois de la vigne, beaucoup de vignes dites familiales qui ont disparu ici, mais Vierzon a une histoire historique avec le vin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où nous sommes et quelle est cette histoire? Voilà. Donc là, nous sommes dans un petit chemin privé à Vierzon-Bourgneuf, situé entre la rue Mirabeau et la rue des Pillots. Alors, la partie ici qui ressemble à une petite forêt, en fait, quand j'étais gamin, c'était des vignes. C'est pas évident, mais c'était des vignes. Et on est là avec une cabane de vignerons. Les cabanes de vignerons, ben, ça servait à protéger les gens de la pluie quand il pleuvait. Ça servait à les protéger du soleil quand ils voulaient se mettre à l'ombre au moment de la pause. Ça servait à se protéger quand on cassait la croûte. Et puis ça servait aussi à se protéger de la foudre. Parce que Guy me l'expliquait, en fait, si la foudre tombe sur les fils de fer qui supporte la vigne, et ben, le pauvre mec qui est en train de cueillir le raisin, ça le mettait en danger. Ah oui, là c'est monsieur 100 000 volts tout de suite. Voilà. Ça met en danger. Donc à Vierzon, c'est vrai que tout le monde avait de la vigne parce que les gens, ils étaient pauvres, ils vivaient en autarcie. Et tout le monde faisait son jardin, tout le monde plantait son blé pour faire du grain, pour faire du pain. Tout le monde avait un jardin, tout le monde avait quelques pieds de vigne, soit pour manger le raisin, soit pour faire du vin. Et il y avait le pressoir du Seigneur par lequel il fallait obligatoirement passer. C'était ça aussi. Mais bon, donc voilà en gros, Vierzon c'était comme ça. Et donc, quelques mots sur la rue des Pillots qui est en contrebas. Ce nom vient d'un clos de vigne qui appartenait à une famille Payot. Donc pour les gens du coin, c'était la rue du clos des Payot, puis la rue des Payot, puis la rue des Pillots. C'est ça l'origine du nom, et puis c'est resté. Bon. Alors, puis, les coteaux les plus conséquents en termes de plantation, on va dire, tu nous as dit, c'est le Clos du Roi, qui était probablement le plus important de la ville. Vierzon étant dans une cuvette, on a utilisé les coteaux pour planter la vigne. Tu as plus d'informations sur cette historique. D'abord, pourquoi il s'appelle Clos du Roi? D'abord, il ne s'appelait pas le Clos du Roi. Alors, le vrai nom, au départ, c'était le Clos Chabot. Bon, on ne sait pas qui était Chabot, mais c'était certainement un riche paysan qui avait tout le coin à lui, il plantait ses vignes. Comme c'était des vignes qui étaient exposées au sud, c'était les plus intéressantes. On comprend bien. Et donc, quand dans les années 70, la ville de Vierzon a voulu construire une cité HLM à cet endroit, les promoteurs ont regardé le cadastre, ils ont vu Clos Chabot, c'est pas commercial, et ils ont vu qu'un peu plus bas, il y avait un lieu-dit, le Clos du Roi. Ils se sont dit, ben voilà, on va prendre le Clos du Roi. C'est comme ça qu'on a déplacé un lieu-dit à la place d'un autre. Voilà. Alors que le Clos du Roi, ça avait une histoire, puisque c'était l'endroit où les moines avaient donné au seigneur de Vierzon pour qu'il plante sa vigne. Quand le Vierzon était entré dans le domaine royal à l'époque de François Ier, le Clos du seigneur était devenu Clos du Roi. Voilà. Il y a eu plusieurs sites, beaux sites, c'est ça? Alors il y avait de la vigne sur tous les coteaux. Ouais. Il devait y en avoir certainement sur le coteau de Bourgneuf, beau site. C'était beau site parce qu'il y avait, à l'époque, il n'y avait pas tous les constructions parasites qu'il y a maintenant. Et là, on avait une vue magnifique sur la vallée du Cher. On a d'ailleurs un magnifique dessin de 1835 de Azé qui montre ça, c'est super. Et il y avait donc plusieurs clos de vignes, et dont le clos beau site. Alors le clos a disparu, mais il est resté toujours l'inscription Clos Beausite sur une porte. Enfin, je ne sais pas si elle est d'époque ou si ça a été fait pour... Je ne suis pas sûr, mais ça permet de situer au moins géographiquement. Mais on voit, voilà. Ça rappelle la ville. Alors il y a des coins qui étaient moins exposés au sud, mais comme ici, ben, tous les coteaux du Cher, à La Leuve par exemple, il y avait une ancienne ferme là. C'était les amis à ma grand-mère pendant la guerre, il y avait donné des poulets, des lapins. Ça, ils pouvaient manger, c'était pas facile à l'époque. Et donc, ils étaient restés en contact avec mes parents après. Et moi, quand j'étais enfant, dans les années 50, j'ai fait des vendanges dans les vignes de ces gens-là. Alors,
est-ce que j'ai bu du vin de Vierzon? Peut-être que j'ai bu du vin nouveau. À l'époque, j'en garde pas le souvenir. Mais voilà. Et il y avait des vignes à Bourgneuf. D'accord. On va poursuivre cette explication sur le vin de Vierzon. Je vais vous donner rendez-vous en ville parce qu'on va aller rue de l'Étape chez des amis, parce que où ils habitent aujourd'hui, il y a une véritable histoire. Alors Alain, on a la chance aujourd'hui d'être chez des amis qui sont rue de l'Étape. Cette maison, elle a quand même une histoire particulière. D'abord, la rue de l'Étape, c'est pas toujours appelé rue de l'Étape, je crois, et cette maison avait une vocation directement liée au vin. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, c'est pas la maison elle-même qui était liée au vin, c'était ce qui est aujourd'hui un jardin et privatif, ce qui était autrefois une place. Et cette place, on l'appelait la terrasse du marché au vin. En effet, c'est là que se tenait le marché au vin, et les Vierzonais venaient vendre le produit de leur vigne ici. Et eux, ils ne payaient pas de taxes. Vous me direz pourquoi est-ce qu'on faisait du vin à Vierzon alors que déjà au Moyen-Âge, le vin était meilleur à Issoudun, à Quincy, à Reuilly, à Sancerre. C'est tout simplement des questions de droit. Puisque le vin de Vierzon était exempté de taxes, par contre les gens qui venaient de l'extérieur vendre leur vin, eh bien, ils devaient payer. D'abord les routes n'étaient pas sûres, souvent il y avait du brigandage. Ensuite il fallait qu'ils payent les péages sur les ponts, sur les bacs, dans les villes, quand des fois les rues traversaient les villes, souvent les seigneurs mettaient aussi un péage, ils arrivaient à Vierzon, et là, ils payaient encore une taxe ici. Alors on a le montant, je l'ai revu tout à l'heure. On parle de quelle époque là 1400, 1500? Oh, je parle de l'ancien régime, c'est à peu près là qu'on a de la documentation. D'accord. Ouais. Donc, après, un petit peu après le Moyen-Âge quand même. Oui. Ça se suit évidemment. Enfin bref, les gens qui venaient de l'extérieur payaient une taxe. Et ce droit s'appelait le droit de l'étape au vin. Et on percevait ici pour plus de facilité. Et après, ils pouvaient les vendre ailleurs s'ils voulaient. Mais enfin, c'était là le marché au vin officiel. D'accord. Et donc la rue s'appelait primitivement rue du marché au vin, logiquement. Au moment de la Révolution, ça a changé de nom, c'est devenu la rue Marat. Voilà, jusqu'en 1809. Et puis c'est redevenu la rue du marché au vin, puis rue de l'Étape au vin, puisque l'impôt était plus connu que l'endroit. Et puis après, rue de l'Étape tout court. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec l'étape des gens de guerre qu'on devait loger, ou le Tour de France, bien entendu. Ouais, donc une véritable histoire de cette rue liée au vin, Voilà. ça c'est intéressant. Cette maison, tant qu'on y est, a une histoire, puisque c'était un hôtel particulier qui appartenait à la famille de Francière, qui était des châtelains du château de Fay. Et au XVIIIe siècle, c'était la maison où ils venaient passer l'hiver. Et au moment de la Révolution, Monsieur de Francière a émigré, il est parti à l'étranger, et donc sa maison a été confisquée, comme bien l'immigré, et c'est là, dans cette maison-là, qu'on a enfermé tous les suspects pendant 1 an, c'est-à-dire les parents d'immigrés, les prêtres, les nobles, etc. Ils sont restés là 1 an. Et on le sait parce que en 97, c'est-à-dire 3 ans après avoir été libérés, ils se sont rendus compte qu'on les avait mis sur la liste des immigrés, ce qui était complètement absurde. Donc il a fallu qu'ils prouvent qu'ils étaient là, emprisonnés, et pour ça il fallait qu'ils demandent aux gens qui les avaient arrêtés, surveillés, nourris, etc., ou libérés, des certificats comme quoi ils étaient bien là. Et c'est recopié dans le registre des actes de l'administration municipale où je les ai retrouvés. Et donc voilà, donc j'en ai mis un dans mon livre, c'est assez amusant. Ok, donc une maison qui a une véritable histoire. Voilà. Pour revenir au vin, à cette époque-là, quels étaient à peu près les cépages utilisés? Certainement pas ceux d'aujourd'hui. Alors on ne sait pas vraiment des choses comme ça. quels étaient les cépages qu'il y avait au Moyen-Âge. On sait que sur Issoudun, il y avait le fameux genouillet qui renaît aujourd'hui. Alors par exemple, on a un document dans une monographie agricole du département du Cher écrite en 1937, donc c'est plus près de nous, par un certain Chavard, directeur des services agricoles. On trouve mentionné ce qu'il appelle le groupe de Vierzon, c'est-à-dire les cantons de Vierzon, Grasset, Lury et Charroux, qui seront cépagés avec du Pinot et du Chasselas, donc il y avait bien du Chasselas ici, mais surtout avec du Gamay, du Gouais noir, du Gouais blanc, du Menu Pinot et même avec du Noah. Alors je ne sais pas si tous ces cépages-là existent toujours,
Tu connais ça, toi, le goët noir, le goët blanc? De nom, j'en ai jamais goûté. Donc le Noah, j'ai goûté une fois. Bon, Oui, ça ne mérite pas de s'y arrêter, on plus que ça, est on est d'accord. d'accord. Et donc il y avait des cépages comme ça qui ont disparu. Le genouillet qui a bien fait allusion. Ouais. Heureusement qu'on en a retrouvé un pied dans un terrain vers les bords, à côté du Soudan, qui a permis après de reproduire et d'en faire. Comme ça, on sait à peu près à quoi ressemblait, à quoi le goût du genouillet. On va en trouver bientôt assez facilement. Mais les autres, on ne sait pas. On en a parlé tout à l'heure avant que la pluie nous chasse, hein, parce que ça fait un peu avoir là, quand on était vers le chemin envers. Les coteaux vierzonais, donc tu nous expliquais qu'il y avait ce qui est aujourd'hui le Clos du Roi, le quartier, ce qu'on appelle aujourd'hui le chemin des Vignes, un petit peu vers Bourgneuf, on en retrouvait un petit peu partout, donc sur tous les flancs de coteaux vierzonais. Le plus important, c'était vers le Clos du Roi peut-être, non? Oui. Au niveau surface. Parce que c'était un coteau qui était exposé au sud, donc était plus favorable à l'ensoleillement, bien entendu. Et ce coin s'appelait en fait le Clos Chabot. Donc Chabot, ça devait être un gros propriétaire de vignes au Moyen-Âge. Et quand on a décidé de faire une cité HLM dans les années 60-70, les promoteurs ont jugé que Clos Chabot, ça faisait pas commercial, et ils se sont aperçus qu'il y avait un lieu-dit un peu plus bas qui s'appelait Clos du Roi. Ils se sont dit ça c'est mieux. Ouais. Et c'est comme ça que le Clos du Roi a été déplacé au niveau appellation. Alors le Clos du Roi aussi, ça lié à la vigne, puisque quand un Boule Tortue, premier seigneur de Vierzon, est arrivé autour de l'an 1000, il a fait une tractation avec les moines lui ont offert un terrain pour bâtir le château et un terrain pour planter une vigne. Et ce terrain, qui est là où il y a maintenant le parking des Acacias et où il y a la voie de chemin de fer, il y a un château par là, on l'a appelé le Clos du Seigneur, parce qu'il était cultivé par les paysans du coin pour le Seigneur. Quand Vierzon est entré dans le domaine royal à l'époque de François Ier, c'est devenu le Clos du Roi. D'accord. On a aussi le Clos Beausite, je crois, c'est ça? Il y a le Clos Beausite à Bourgneuf aussi. Alors les vignes ont disparu, maintenant c'est un lotissement. Ouais. Mais il y a toujours l'Arche. L'Arche suisse, c'est intéressant. Ouais. Et Bourgneuf aussi, il y avait des vignes. Il y en avait partout en fait à Vierzon. On parle des coteaux, mais il n'y avait pas que les coteaux, il y en avait aussi ailleurs. D'ailleurs chez moi, c'était pas vraiment exposé aux coteaux, c'est là. Mais il y avait des vignes quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'histoire de Vierzon au niveau du vin? Ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté après-guerre, il n'y a plus de culture, plus rien, les vignes familiales ont disparu quasiment. On s'est plus rapproché des appellations historiques qui ont eu leur AOC à l'époque en 1936. Oui. D'abord, il faut bien rappeler qu'à Vierzon, il n'y a jamais eu de domaine viticole avec des bouteilles, avec des étiquettes, avec tout ce qu'on est habitué aujourd'hui à voir associé à un domaine viticole. À l'époque, les gens qui faisaient du vin... les gens au Moyen-Âge, c'est pas eux qui pressaient, parce qu'il y avait un pressoir, celui du Seigneur, ils étaient obligés d'aller presser leur vin dans le pressoir du Seigneur. Et ils ont laissé une partie au Seigneur, je crois. Voilà, exactement. C'était les banalités, c'était vrai aussi pour le moulin, pour le four à pain, enfin bon, voilà. Et donc je pense pas que tous les Vierzonais qui avaient de la vigne avaient forcément tout le matériel qui allait avec. Donc ils devaient passer par les services. Ou alors ils revendaient leurs raisins à des gars plus importants. Je ne sais pas. Je manque de documentation là-dessus. Ouais. C'est sûr. Et je pense que je vais dire. Alors, moi qui ai fait des recherches dans un autre domaine, on s'aperçoit que une activité viticole amène à d'autres activités périphériques. C'est comme ça qu'il y avait quelques vinaigreries à Vierzon, dont la fameuse vinaigrerie vierzonnaise, qui a été créée 2 ans après les premières vinaigreries orléanaises. C'est aussi pour ça que Vierzon a une petite histoire au niveau de la distillerie, donc on distillait aussi le vin, donc on voit bien qu'il y a eu une utilisation périphérique du vin à un moment donné. 2-3 vinaigreries, une importante a priori parce qu'ils avaient un réseau de revendeurs et de dépositaires plutôt, et puis de la distillerie qui a vécu un petit peu plus tard. Il y a une distillerie importante sur Vierzon quand même. On en connaît au moins 3, mais il y en a peut-être d'autres. Ouais. Donc il y a eu Bellevue. Il y a eu la distillerie Bellevue. Alors il y a Petit qui faisait distillerie et vinaigrerie, rue juste à côté là. Ils faisaient les deux. Il y avait Quérault, Mélin. Enfin il y en avait un peu plus. Je veux dire, on arrive quand même à trouver pas mal de choses. Pas de grandes marques. Non. Sauf la Berrichonne de M. Toutain, puisque là, j'ai eu l'occasion de faire découvrir, je dirais, cette fameuse distillerie Toutain, qui était entre autres capitaine
des Les francs-tireurs, francs-tireurs, donc en son temps, et qui, alors je ne sais plus trop la date, qui était issu de la famille Vaillant, hein, Oui. Vaillant tout simplement. Et donc ce monsieur ayant été tué à un moment donné, la marque, la Berrichonne, donc qui était selon un article plus qu'élogieux et très marrant à lire, hein, parce que ça allait carrément détrôner la chartreuse, hein, si on lit le journaliste qui a dû repartir avec quelques cartons quand même, de cette fameuse liqueur, cette recette et cette marque a été après ensuite exploitée par Alex Buteau à Rouergue-les-Bourdelins. Donc elle a eu une vie quand même assez longue, hein, cette recette. Donc, qui aujourd'hui a disparu. De toute façon. Alors on sait que Vierzon avait des vignes, parce qu'il y avait une devise qui était gravée en latin sur la porte des ponts. Ça c'est un article que j'ai écrit il y a 20 ans, et je me suis référé. Si on fait cette vidéo, c'est grâce à cet article, parce que je suis tombé dessus par hasard. J'ai vu que ça avait 21 ans en réalité, et j'ai appelé Alain en lui disant, et j'ai découvert que c'était lui qui l'avait écrite. Alors voilà. Tu ne connais pas cet article-là? Je dis si, je connais, c'est moi aussi. Et voilà. Excusez-moi, je fais des... Voilà. Donc cette fameuse devise, c'était en latin Virzio villa virens, aliunde poca recurrens, silvis ornata, vineis pratis decorata, ce qui veut dire, pour tous ceux qui ne parlent pas latin, c'est-à-dire la plupart des gens, Vierzon, nid de verdure, n'a pas besoin de chercher des ressources aux alentours, il est orné de bois, paré de vignes et de prairies. Donc les vignes déjà au Moyen-Âge, c'était important. En 1218, Hervé II de Vierzon lègue aux Templiers sans solde de rente sur son cellier de Vierzon les vins qui y seront vendus. Donc le seigneur avait déjà un cellier où il vendait du vin aussi, il était bien équipé. Chauveau, qui était l'historien en 1516-66, écrit qu'il y a bien peu de vignes à Vierzon. C'était donc au XVIe siècle. Et Bechereau dira en 1747 que la vigne s'est considérablement étendue depuis le XVIe siècle. Voilà. Donc il y avait des vignes un peu partout. On va clôturer cette session. Ouais. Pour la première fois, on ne fera pas de dégustation de vin de Vierzon. Ouais. Voilà. Je vais quand même raconter une petite anecdote. Tout le monde connaît la rue des Pentecôtes à Vierzon, et les gens doivent se demander ce que ça veut dire, la rue des Pentecôtes, hein, parce que ça n'a rien à voir avec la fête religieuse que l'on connaît. C'était simplement qu'il y avait un clos de vigne, parce que maintenant le chemin de fer il a tranché le coteau, mais là il y avait des coteaux, il y avait des vignes. Et il y avait notamment une famille, Pente de Côte, enfin un nom comme ça, qui possédait ça. Et donc ça a donné le nom à la rue. J'ai vu aussi dans tes écrits que la rue Riparia était issue d'un cépage. Oui, c'est amusant ça aussi, parce que quand la commune de Vierzon-Bourgneuf a commencé à s'étendre, ils ont voulu créer une rue. Ils ont voulu racheter des terrains à un paysan du coin, qui a dit d'accord, je veux bien vendre mon terrain, à condition que cette rue porte un nom qui serait rue Riparia. Parce que la rue Riparia, le Riparia c'était un porte-cépage américain qui a servi à sauver le vignoble français, on a greffé dessus les différents cépages que l'on connaît, et donc ce cépage-là, ce porte-greffe avait sauvé le vignoble de ce paysan, et par reconnaissance, il a voulu que la rue s'appelle rue Riparia, nom qu'elle porte toujours. Voilà. Bon, je pense qu'on en a tous appris beaucoup aujourd'hui quand même grâce à Alain, parce que l'histoire viticole de Vierzon, moi personnellement, je ne la connaissais pas. Et si tu n'avais pas fait ce travail historique dessus, eh ben, aujourd'hui on n'aurait rien à dire, rien à présenter. Et ça serait fort dommage quand même. Bah oui, je peux donner quelques chiffres aussi pour finir. Vas-y. Pour finir. Alors, Vierzon Village comptait en 1872 285 hectares de vignes, qui correspondait à 6664 hectolitres. Alors que le cadastre viticole établi en 1983 compte 961 parcelles et récoltants, il ne restait plus que 21 récoltants en 1996, et aucune plantation de vignes n'est postérieure à 1954. La surface totale officiellement plantée s'élève, ça c'était en 2000, à 48 hectares et 49 arts. Mais en fait, deux propriétaires totalisent à eux seuls 34 hectares, et vu qu'ils ne déclarent récolter que 9 hectolitres de vin, il est douteux que toutes ces vignes soient cultivées et entretenues. Ouais. En ce qui concerne le vin, la production totale pour Vierzon s'élevait en 1996 à 81 hectolitres et 10 litres.
dont seulement 2 hectolitres de vin blanc et 2 de rosé, dont 78 hectolitres de rouge. Alors 20 ans après, ça a sûrement encore baissé, Il n'y a plus rien. voire totalement disparu, ce que j'ignore, mais qu'on ne peut pas exclure. Voilà. Merci à tous. La prochaine vidéo, on la refera peut-être ensemble, parce que Vierzon a aussi une histoire de brasserie. Alors on fera peut-être aussi un petit tour sur l'historique de la fameuse brasserie vierzonnaise. On sera obligé d'aborder les autres brasseries, parce qu'à un moment donné, elle a été rattachée à la brasserie de Pignou, à Bourges, et ça fera l'objet d'un autre reportage.